Guillaume Soro fait partie des personnalités politiques qui ne laissent pas insensible en Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale n'a plus foulé le sol ivoirien depuis 2019, condamné à la perpétuité en 2021, visé par un mandat d'arrêt. L'ancien chef de la rébellion demeure insaisissable. Nos confrères du mensuel Jeune Afrique ont enquêté sur la cavale de l'homme qui continue de hanter les hautes sphères du pouvoir à Abidjan. Vincent Duhem, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous êtes l'auteur de cette enquête. Avant d'entrer dans le détail de votre travail, pouvez-vous nous rappeler qui est Guillaume Soro? Guillaume Soro, il s'est d'abord fait un nom après avoir été un leader étudiant en tant que chef de la rébellion dans les années 2000. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à côtoyer des chefs d'État africains, qu'il en a impressionné certains par son courage, son bagou. Et après, il est entré en politique. Il a été ministre, Premier ministre de Laurent Gbagbo, puis d'Alassane Ouattara, après avril 2011. Et enfin, président de l'Assemblée nationale. Et pendant toutes ces années, il a caressé le rêve et l'espoir de devenir à son tour président, de succéder à Alassane Ouattara. Il était persuadé que c'était son destin. Même il assurait qu'on lui avait promis, qu'Alassane Ouattara lui avait promis directement. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que le chef de l'État ivoirien avait d'autres plans. Et il a décidé de prendre son indépendance pour se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et c'est là qu'il y a eu la cassure avec le pouvoir ivoirien, et c'est là que ces déboires ont commencé. En 2021, la justice ivoirienne a condamné Guillaume Soro à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour quelle raison? La justice ivoirienne se base principalement sur deux enregistrements faits à l'insu de Guillaume Soro et divulgués en 2019. Dans lesquels Guillaume Soro évoque ses soutiens dans l'armée. Il assure qu'il peut les activer à tout moment, qu'il est positionné un peu partout. Lui-même n'a jamais nié l'authenticité de ces enregistrements, mais il affirme qu'ils ont été coupés, modifiés et surtout qu'il savait qu'il était enregistré. Et donc il a joué le jeu de ses interlocuteurs pour les pousser et savoir jusqu'où il voulait aller. Concrètement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les autorités ivoiriennes de l'arrêter? Principalement la justice internationale. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis, mais il n'est pas appliqué et pas applicable dans beaucoup d'États européens notamment, parce qu'il est jugé politique et qu'il se base sur des fondements notamment politiques. Après son retour avorté à Abidjan en 2019, Guillaume Soro s'est installé à Paris, mais selon vous, quelques temps plus tard, les autorités françaises lui ont fait savoir qu'il n'était plus le bienvenu. Que s'est-il passé? Il a fait trop de bruit, il a été trop bruyant, on l'a trop vu et surtout il était un peu trop offensif. Il a critiqué à plusieurs reprises Emmanuel Macron, sa politique africaine, ses prises de position en Côte d'Ivoire. Et puis c'est à Paris qu'il a appelé l'armée ivoirienne à se soulever contre Alassane Ouattara en novembre 2020, après l'élection présidentielle contestée. Là, c'était la goutte d'eau. On apprend dans votre enquête que l'ex-premier ministre ivoirien s'est rendu à Dubaï entre avril et juin l'an dernier, au point d'attirer l'attention des services de renseignement ivoiriens. Qu'est-ce que cette destination a de particulier? Dubaï, c'est depuis quelques années un point de passage obligé de l'élite africaine, notamment pour ses opportunités d'affaires et aussi parce que c'est un hub central au Moyen-Orient. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agissait de savoir s'il avait des connexions sur place, d'où il venait, où est-ce qu'il allait. Et c'est pour ça qu'elles ont interrogé les renseignements à Dubaï pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Vous expliquez également que Guillaume Soro s'est rendu en toute discrétion à Moscou, c'était entre juin et juillet 2022. Pourquoi ce voyage a-t-il retenu votre attention? Bon, il faut dire que personne n'est interdit, aucun homme politique n'est interdit d'aller en Russie, mais dans le contexte actuel, se rendre à Moscou, rencontrer les vice-ministres des Affaires étrangères, c'est pas anodin. Il y a un contexte mondial particulier et sur le continent, une guerre d'influence entre la Russie et la France, et donc c'est un peu un positionnement politique. Votre enquête sur le fantôme Guillaume Soro souligne également ses liens avec Assimi Goïta, le président de la transition au Mali. Quels liens, quelles relations entretiennent ces deux hommes? Il a des connexions avec Assimi Goïta, mais pas seulement, avec plusieurs personnalités importantes de la junte. Le Mali, c'est un peu son dernier soutien peut-être. Il y a un de ses proches qui habite à Bamako, qui est d'ailleurs recherché par les autorités ivoiriennes. Récemment, en mars, il y a eu une réunion publique organisée par des proches de Soro appelant à son retour en Côte d'Ivoire qui a été organisée. Donc il y a, oui, au minimum la mansuétude et sinon un soutien malien envers Guillaume Soro. Dans cette enquête, vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier? Alors, on ne sait pas avec précision, mais on peut dire qu'il a
expliquer aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l'armée ivoirienne. Et certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes à détenir et arrêter les soldats. Pour certains, l'exil ou la fuite peuvent parfois être très compliqués financièrement. Combien de temps Guillaume Soro peut-il tenir ainsi? C'est difficile à dire. Ses proches assurent qu'il n'est pas dans le besoin. Certaines sources rappellent qu'il s'est largement enrichi pendant la rébellion et qu'il a bien mis à profit cet argent, qu'il a bien placé. Mais il y a quelques indices qui nuancent un petit peu cet optimisme, notamment le fait qu'il a voulu récupérer l'intégralité d'une assurance vie qu'il avait souscrit en France en 2003, c'est près de 200 000 euros. Il a voulu le récupérer et en fait ça a été bloqué par la justice française dans le cadre d'une plainte contre lui à Paris. Pourquoi Guillaume Soro ne tente-t-il pas tout simplement de se réconcilier avec le président ivoirien? Je ne sais pas s'il est têtu ou s'il estime vraiment qu'il est dans son bon droit. Depuis plusieurs années, il n'en démord pas. Il estime qu'il est victime d'une cabale politique, qu'on veut seulement l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Et il ne veut pas s'excuser, il ne veut pas faire ce que beaucoup d'opposants ont fait. Il reste droit dans ses bottes. Pourtant, le pouvoir ivoirien ne cesse de plaider en faveur de la réconciliation nationale. Charles Blé-Glaudet en a bénéficié. Pourquoi Guillaume Soro ne pourrait-il pas en bénéficier? À l'heure actuelle, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il va en prison. En fait, c'est le message qui a été passé depuis plusieurs années par Alassane Ouattara en privé, par ses proches. Le cas Soro, il a été évoqué plusieurs fois entre Alassane Ouattara et ses prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. À chaque fois, le président ivoirien a été ferme. Il fait du cas Soro une ligne rouge. Il ne veut pas faire de concessions. Il y a de l'intime. Il s'estime trahi. Ça fait plusieurs années que ses proches lui assurent que Guillaume Soro est derrière des tentatives de déstabilisation. Parfois, c'est légèrement avéré, d'autres fois non. Mais il y a de l'intime au-delà du factuel. Vincent Duhem, merci d'être venu nous parler de votre enquête dont le titre « Un fantôme nommé Guillaume Soro » est à lire dans le mensuel Jeune Afrique ainsi que sur le site jeuneafrique.com. Merci à vous. Merci.